qui est bien en 35 mm, c'est qu'on voit les perches. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en plus on les voit au début, à la fin, on ne les voit pas au milieu. Je ne sais pas si... Voilà, c'est du passé. Adieu les perches. Anna, j'ai une question à vous poser au nom du public. Qu'est-ce que vous pensez de Dieu ? C'est vrai que les noms des personnages sont assez particuliers. Enfin, il y a Dieu, j'ai jamais entendu de personne qui s'appelle Dieu, Bonheur, pareil. Et Vénus et Fleurs, on peut rencontrer des gens qui s'appellent comme ça, mais il y a aussi toujours une signification. C'est une thématique assez poussée chez Emmanuel Mouret. Bon, il a fait un film qui s'appelle Caprice. Son premier film s'appelait Laissons Lucie faire. Il a joué dans un film où il s'appelle Clément le Sot. Donc on ne voit pas dans le film comment s'écrit Sot, mais on peut imaginer SOT, et donc c'est une sorte de... Il se donne un rôle de personnage, je crois que c'est dans Changement d'adresse, de personnage qui est prêt à s'affronter à la réalité avec beaucoup de candeur, ce qui est le cas du film, ce qui est le cas à peu près dans tous ses films. Et là, juste une petite anecdote, c'est que Dieu, dans le film, est joué par le producteur de Emmanuel Mouret. Et depuis ses débuts, il s'appelle Frédéric Niedermayer, c'est un ancien de la Fémis. Sa boîte s'appelle Moby Dick. Et en revoyant le film, là, au générique, je pense qu'on peut déduire que le vieux beau qui les prend là dans sa sable, les deux filles, etc., ça va être le père d'Emmanuel Mouret. Parce que c'est un Mouret. Donc je pense qu'il doit y avoir pas mal de messages cachés. Juste pour vous dire, parce que c'est la dernière de l'année, je me suis permis d'apporter quelques visuels, qu'on verra à la fin, avec d'autres films d'Emmanuel Mouret, peut-être pour faire des transitions. Il y en a peut-être qui ont vu tous ces films. J'ai essayé de capturer certaines images dans d'autres films qui peuvent faire sens, entre guillemets. Évidemment, Emmanuel Mouret en parlerait sûrement mieux que moi. Quoiqu'il y a certains réalisateurs qui se rendent compte de leur film une fois, bien après. On ne se rend pas forcément compte tout de suite de ce qu'on veut faire. Je sais pas pourquoi, ce qui m'est venu en premier après le film, c'est ce truc qui revient beaucoup dans la filmo d'Emmanuel Mouret, c'est les personnages de timides en fait. Mm-hmm. Et là en fait c'est Vénus et Fleurs, mais quand même le cœur émotionnel du film ça reste Fleurs, et c'est à elle qu'on s'identifie, c'est à elle que je pense que Mouret s'identifie. Et en fait le personnage de Vénus, on peut l'admirer ou être émerveillé par son espèce d'assurance ou d'exubérance, même si on voit après qu'elle est pas si sûre d'elle que ça. Mais profondément, c'est les personnages de timides qui l'intéressent, et cette espèce aussi de candeur, enfin de rapport assez direct malgré tout. Oui, c'est une thématique qui est forte dans les films d'Emmanuel Mouret, qui fait pourtant des films assez légers. C'est à un moment, il faut admirer, il faut regarder, et l'admiration passe évidemment par de la candeur. Vous allez voir tout à l'heure une photo d'un film qu'il a fait avec Joe Starr. Et Joe Starr est dans un film s'appelle Une autre vie, est dans un rapport d'admiration. Et là, effectivement, dans ce film, ce que vous dites, c'est d'autant plus juste qu'il y a la langue. C'est un film avec deux langues dans lequel le réalisateur ne joue pas. Et ce qu'il faut savoir dans la carrière d'Emmanuel Mouret, c'est que c'est quelqu'un qui a été étudiant à la Fémis, et le prof qui l'a le plus fasciné, c'était un prof de documentaire, et pas de fiction. Et ça peut paraître presque contradictoire quand on voit ces films qui sont comme ça, on a l'impression, et ils le sont sans doute, qu'ils sont très écrits, qui sont des bulles de savon, et pourtant derrière il y a un rapport à la réalité. Emmanuel Mouret cite une phrase de Éric Rohmer. Bon, évidemment, difficile de ne pas penser à Éric Rohmer quand on voit les films de Mouret, justement avec l'utilisation des prénoms d'ailleurs. Mm-hmm. Dans les films de Rohmer, souvenez-vous du Genou de Claire, de Manu chez Maud, des aventures de Renette et Mirabel. Et Emmanuel Mouret cite une phrase de Rohmer qui dit quand le cinéma est devenu parlant, il est devenu muet. Ce qui est une phrase très provocatrice, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens se mettent à parler à l'écran, dans les années 50 et aujourd'hui, où le dialogue souvent est roi, les chaînes de télévision aujourd'hui préachètent les scénarios quand tout est huilé, etc. etc. Les dialogues sont des fois jamais changés entre le scénario et la réalisation, ce qui peut être une hérésie. Dans les films d'Emmanuel Mouret, il y a souvent, puisqu'on est à Roland-Garros, des images qui sont liftées. On le verra tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de plans dans lesquels on entend plus qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la caméra s'arrête, on se déporte légèrement et des choses très fortes sont dites et on y prête à peine attention, mais je crois que c'est l'enjeu du réalisateur dans ce film. Je crois qu'il revisite aussi une figure de style du cinéma français, ou peut-être du cinéma tout court, mais qui est peut-être plus valide dans les pays chauds.
les pays exotiques. C'est tout simplement le film replié sur lui-même. Les frères Larieux, dont la carrière a démarré à peu près en même temps qu'Emmanuel Mouret, ils se sont fait connaître par un film qui s'appelle Fin d'été, où on sentait justement, on avait l'impression d'un huis clos au soleil. Pensez au film de Téchiné, Les roseaux sauvages. Pensez aussi au Mépris de Jean-Luc Godard, où on a l'impression que le monde se dessine entre au bord de la mer. Il y a quelque chose entre les montagnes, entre les statues. Et quand il parle de Dieu, et quand on voit à la fin Karl Marx, on voit Karl Marx sur l'affiche dans la gare, sur l'affiche dans la gare, et qui a aussi toutes ses réflexions politiques. Quand elle lui dit mon père est fonctionnaire et je vais te donner de l'argent, c'est comme si les Français te donnaient de l'argent. Je pense qu'évidemment ça fait rire, c'est le premier moment où le rire se lâche, mais c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, très souvent dans les films de Mouret. Il a fait un film qui s'appelle L'Art d'aimer, et Julie Depardieu, le personnage de Julie Depardieu, n'a pas de mec, et le personnage que joué par Pascal Arbillot lui dit mais je vais te prêter le mien. Et alors Julie Depardieu comprend, il dit mais si, il faut s'entraider, les riches payent des impôts pour aider les plus pauvres, pourquoi les filles qui auraient des mecs ne prêteraient pas leurs mecs, etc., etc. Donc voilà, je suis pas sûr que tous ces petits détails ne fassent pas sens sur la longueur dans les films d'Emmanuel Mouret. Je voulais revenir au prénom. C'est sûr que notre rapport au film, quand on rentre inconsciemment, c'est un bon coup marketing de la part d'Emmanuel Mouret, enfin je déteste parler comme ça, mais c'est un bon coup parce qu'on s'identifie au personnage. On peut prendre possession ou admiration pour l'un ou pour l'une. Et moi je me souviens que Jean-Pierre Jeunet devait faire un film qui s'appelait Amélia, qui devait être tourné en anglais et joué par Emily Watson, l'actrice de Breaking the Waves. Le projet a capoté et c'est devenu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et il a gardé le prénom, mais à partir du moment où il a écarté, il a enlevé Amélia, il a mis Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, il a fait un film qui est beaucoup plus une fresque, parce que justement on n'a pas le focus sur le prénom du personnage. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Autre caractéristique dans ce film-là, et en revoyant les autres films là, depuis quelques jours, c'est qu'on ne perd pas de temps avec l'intrigue dans les films de Mouret. Il n'y a quasiment pas de prologue. Au bout de 3 minutes, c'est réglé. Amusez-vous ou prenez du plaisir à regarder ces films. Au bout de 3 minutes, il y a un intrus qui arrive dans l'histoire de quelqu'un. Il a fait un film qui s'appelle Le changement d'adresse, je crois, où on voit quelqu'un qui pose une annonce sur un mur parce qu'il cherche un appartement, si ma mari. Oui, dans la seconde qui suit, Frédéric Bell arrive et dit mais moi, comme par hasard, j'ai un appartement, et ça. Voilà. Ça va très vite. Donc ça, je pense que ça a peut-être à voir aussi avec le fameux fantôme de ce film, c'est-à-dire le documentaire. Emmanuel Mouret vient visiblement d'une tradition littéraire, il est fan de Romer, etc. Mais dans son film, il y a quelque chose de brutal. Tout le monde n'est pas James Bond à vouloir faire des prologues de 6-7 minutes pour mettre le spectateur en appétit, pour faire une mise en bouche. Il y a des gens qui veulent aussi rentrer dans le vif du sujet. Il y a quelque chose de l'ordre de l'équation dans les films d'Emmanuel Mouret. C'est-à-dire qu'on pose les choses, et à la fin, on pose, on ajoute, et à la fin, on retient, pour reprendre le terme de l'addition, on retient quelque chose. Et à prendre ou à laisser. Autre chose que je trouve intéressant dans le film, c'est le rapport aux objets. Au bout de 10 minutes, elle lui répare le robinet. Et souvent, dans les films d'un télo, très écrit, le rapport à l'objet, le rapport à la chose qui fait écran, qui empêche le discours de se faire, c'est quelque chose qui est très présent. Je pense à un film de Woody Allen qui s'appelle Annie Hall, avec la fameuse scène où Diane Keaton est embêtée parce qu'avec, je crois qu'il y a des insectes dans sa maison, puis l'évier explose, etc., etc. Et tout d'un coup, on voit tous ces personnages qui sont des beaux parleurs, ou en tout cas qui ont le texte pour eux. Ils ne l'ont pas. Mais par contre, je me souviens que dans notre vie, Joe Star, son métier, il pose des alarmes dans des villas. Oui, Joe Star, vous avez bien entendu, pose des alarmes. Et ça fabrique le film de Mouret. C'est-à-dire que le personnage joué dans notre vie est une célèbre pianiste, et elle tombe amoureuse d'un homme parce qu'il sait agir avec ses mains. Et ça, dans le film,
le simple fait qu'il y ait cette petite réparation qui peut paraître dérisoire, je pense que c'est pas du tout gratuit, c'est juste c'est un boulon dans le film au sens littéral du terme. Quand j'ai vu ce film, Mille et ses fleurs, je me suis dit ça ressemble pas du tout aux autres films de Mouret que j'avais vus avant. C'est vrai. Parce que je sais pas si nos spectateurs connaissent bien le cinéma de Mouret ou ont déjà vu ses films suivants, donc il y a Changement d'adresse, Un baiser s'il vous plaît, L'art d'aimer, Fais-moi plaisir, Une autre vie et Caprice. Et bon, Une autre vie est à part parce que c'est plus un mélodrame, mais les autres sont des films qui sont sur le registre du vaudeville, un peu, avec un humour burlesque, très corporel, etc. Là, on est vraiment dans autre chose. Et en fait, je sais pas ce qui... Est-ce que Mouret a trouvé sa marque seulement après ce film ? Bon, déjà, il jouait dedans, effectivement. Il y avait plus, dans Laissons Lucifer, c'était plus... c'était une époque, c'était une sorte de parenthèse enchantée dans le cinéma français, où on pouvait suivre un personnage identique, enfin, je veux dire, pendant 1h30. Ensuite, il y a eu la vogue des films choraux, où tous les films de Daniel Thompson, etc., c'est devenu une marque de fabrique. Aujourd'hui, on suit tout un tas de personnages. Donc, dans Vénus et Fleurs, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un film à part. D'abord parce qu'il ne joue pas, on l'aperçoit, il est de dos, il est sur la plage, t'es un des garçons qui ne réagit pas. Et si effectivement ce que vous dites, j'ai envie d'y répondre par ce plan du ballon sur la plage. Ce plan du ballon sur la plage, il est très banal et en même temps il donne un peu le là du cinéma de Emmanuel Mouret, qui n'est pas du tout un cinéma de ricochet. C'est-à-dire que ce ballon, c'est normal que personne ne le rattrape. Dans le discours d'Emmanuel Mouret. Ça serait un film avec Christian Clavier prendrait le ballon, donnerait un coup, et puis le ballon irait quelque part, etc. Le cinéma d'Emmanuel Mouret n'est pas du tout un cinéma de ricochet. C'est un cinéma où les gens font du surplace, où on a l'impression on se baigne, pour reprendre la formule d'Héraclite, 2 fois dans les eaux d'un même fleuve. Et là, dans ce film, on commence avec des pylônes électriques, et on finit sur un quai de gare. C'est-à-dire que tout de suite, on sent que la communication ultime, c'est Fleur qui l'aura. Elle est, tout de suite, quand elle apparaît, qu'elle arrive dans la maison, elle est bénie, entre guillemets, elle est bénie par ces poteaux électriques qui la surplombent, tandis qu'à la fin, vous avez vu ce quai de gare, en plus, qu'il y a un train sur la droite et l'autre est vide, le personnage est renvoyé à sa solitude. Et donc ce ballon-là, c'est cette séquence de plage qui est très drôle, parce qu'évidemment on s'attend exactement à l'effet inverse, mais c'est peut-être spécifique un peu à ce film-là. C'est-à-dire un cinéaste qui cherche son style, qui décide de ne pas dévier de sa fable. Quand Éric Rohmer fait Ma nuit chez Maud avec Trintignant et Françoise Fabian, c'est une histoire, c'est quasiment un huis clos, et c'est une histoire où on parle à la fois de luxure et du Paris de Pascal. Fabian, Marie-Christine Barrault, vous avez un homme, Jean-Louis Trintignant, qui est pris entre deux trucs, c'est-à-dire la religion qui est présente là-dedans. Je pense qu'il s'appelle Dieu, il doit y avoir l'idée de tentation, l'idée de faire dévier le pauvre être humain du cours de son histoire, et il y a quelque chose d'arithmétique aussi. Moi, ce qui me frappe en voyant ce film, il y a que quelques jours que vous m'avez proposé de venir en parler, c'est le côté tac, 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 tac. Voilà, on ne sort pas, je ne vais pas dire d'un moule, mais c'est la manière dont on remplit le moule au cinéma qui est intéressant. Beaucoup d'artistes adorent les contraintes et se perdent quand ils ont carte blanche. Évidemment, c'est un Marseille de avant Plus belle la vie. Quand je vous parlais tout à l'heure de films politiques, regardez comment Marseille n'est pas montré et comment Marseille est montré. Regardez ces grands ensembles. C'était un Marseille dans lequel on n'a pas envie de vivre, alors que c'est une très belle ville. Je pense que le cadre, c'est un très bon cadreur, Emmanuel Mouret, comme tous les gens passionnés de documentaires. Et quand il montre, à un moment, il y a un plan où on voit Fleur au milieu du film, vous avez vu les grands ensembles qui sont derrière elle, qui font comme une sorte de triangle qui est, voilà, on voit pas de gens aux fenêtres. À la fin, quand elle va à l'hôtel des Allées, on a l'impression, elle court, la musique se met en place, on a l'impression d'une libération. C'est un Marseille qui n'est pas accueillant. Et je pense qu'il aurait tourné à Toulouse, ça aurait été exactement la même chose, ou à Lille, ou à Brest. Je pense que ce qui l'intéresse, c'est le huis clos. Je me souviens d'un film avec Georges Clooney, qui s'appelle The Descendants. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, où un homme affronte
un accident de plongée de sa femme qui est dans le coma, de Alexander Payne. Ils ont décidé de tourner ce film à Hawaï pour ne pas que le personnage soit tenté de prendre l'avion et de s'en aller. Il était dans une île à Hawaï et il pouvait pas en sortir. Moi, Marseille, là, je trouve, est montré comme une cuvette pour mieux nous faire focaliser l'attention sur ce qui se dit entre elles. Mais vous savez, l'histoire, on pourrait réécrire l'histoire de gens, d'artistes qui sont non pas en conflit, mais qui, parce qu'ils connaissent très très bien leur ville, prennent l'astuce, prennent presque inconsciemment le contre-pied de ne pas la montrer. Vous avez vu la réaction de Vénus quand elle ouvre le livre, Russie, quand on voit les deux femmes blondes à gauche à droite, elle dit « Oh mon Dieu, les gens vont penser que les Russes... » Le fait qu'un cinéaste ne glorifie pas sa ville, sa patrie, c'est très fréquent au cinéma, et que dans l'ouverture de ce livre d'images qu'on trouve, qu'on voit, il y a déjà cette réaction de recul ou de dépit avant qu'elle montre, là c'est la Douma, là c'est l'église. Il y a cette idée-là qu'elle ne veut pas que sa culture, que Saint-Pétersbourg soit enfermée. Bon, évidemment, j'ai choisi des extraits un peu inattendus ou qui ne sont pas forcément les extraits qui sont tatoués sur l'œuvre, sur ce qu'on croit être le cinéma d'Emmanuel Mouret. En voyant ce film-là, j'ai repensé aussi à une phrase de Jim Jarmusch qui me semble assez collée à Emmanuel Mouret. Jim Jarmusch disait qu'il ne se verrait jamais filmer un banquier, il ne se verrait même pas écrire le personnage d'un banquier, car lui-même, Jim Jarmusch, ne croyait pas en la notion d'ambition. Ce qui est très frappant quand on voit les films de Jim Jarmusch, dans le dernier. On a l'impression d'une sorte de flottement des personnages qui cherchent sans chercher, etc. Chez Emmanuel Mouret, il y a des trucs qui reviennent souvent, le rapport à une sorte d'idolâtrie, la différence de classe sociale. C'est un cinéma dans lequel on brasse beaucoup de classes sociales et sans problème. Alors qu'il n'y a pas très longtemps, ça c'est frappant dans le film que vous venez de voir, mais c'est frappant dans tous ces cinémas. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a filmé un président de la République. Dans le film Fais-moi plaisir, Jacques Weber, on a l'impression qu'on se touche, on se regarde, on est des nôtres. Et ça, c'est aussi le côté théâtral. Alors qu'il y a 2-3 ans est sorti un film de Lucas Belvaux qui s'appelle Pas son genre, où une coiffeuse tombe amoureuse d'un philosophe. J'ai eu une discussion avec un sociologue qui m'a dit, en France, en 2016, il est absolument impensable que ça arrive, car la société est beaucoup trop segmentée, à tort, évidemment à tort, et il est dit tout le film repose sur un postulat qui n'est pas vrai. Tandis que chez Emmanuel Mouret, la fantaisie, le côté un peu ahuri qu'il y a dans ses films, surtout quand il joue, permet ce brassage, permet des phrases aussi décalées que celles qu'on a entendues tout à l'heure. T'as passé une bonne journée ? Oui, très bien. Et toi ? Venez. Par ici. Oui. Allez-y. Ce qui est, je trouve, intéressant dans le premier extrait, c'est que vous avez le personnage joué par Virginie Efira qui est concurrencée par une comédienne underground, Anaïs de Moustier, et que cette espèce de disposition psychédélique tout d'un coup, où il est question d'intersection, on a l'impression que c'est le revers de l'œuvre très discursive d'Emmanuel Mouret. C'est l'inverse du cinéma qu'il fait, qu'il nous envoie. On arrive sur scène et on est pris, il faudrait revoir Vénus et Fleurs pour essayer de trouver le moment où les deux personnages sont absorbés par quelque chose, sont dans la position du regard. Peut-être le moment où Vénus dit « j'ai pas d'appareil photo », et qu'elle regarde le paysage. Et qu'elle regarde le paysage, ce qui est aussi valable pour la séquence avec Joe Starr et Jasmine Trinca. Trinca, c'est l'actrice que vous aviez vue dans La chambre du fils de Moretti. Le troisième extrait, je l'ai choisi parce que c'est un peu l'équivalent à l'utilisation de la voix off dans Vénus et Fleurs. C'est-à-dire quand le langage, Emmanuel Mouret, il a une formule qui est très bonne, il dit « je fais parler mes personnages beaucoup pour qu'ils en disent peu ».
il en rajoute toujours dans les mots, il en rajoute, pour qu'au final, on soit tellement saoulé des mots des personnages qu'on regarde autre chose. C'est comme une sorte de... Comment on appelle ça? Comment Hitchcock appelait ça? Un MacGuffin. C'est pas dans les mots que ça se joue, paradoxalement. Et en montrant ces toiles-là, ces peintures au musée, on nous place dans la même position que les personnages. D'avoir une sorte de dérivé qui nous oblige, en passant derrière leur nuque, à essayer de réfléchir à ce à quoi ils pensent vraiment, et pas ce qu'ils disent. C'est William Scheller, le musicien, qui disait « La musique, c'est l'art de décorer le silence ». D'ailleurs, moi, à titre personnel, je suis un peu agacé par la chanson dans Vénus et Fleurs Fastback. Elle m'agace. Je soupçonne que ça soit... Alors bon, évidemment, c'est une figure de style hyper connue. Chez Bruno Podalides, il y a toujours un moment où on chante, même dans les cimetières. Moi, ça me fait penser au moment de Conte d'été de Romer. Il y a aussi une chanson qui est vachement bien pour le coup, qui est mieux que celle de Vénus et Fleurs, mais il y a aussi toujours peut-être un passage obligé du film d'été où on chante devant la mer. Il y a 2 ans est paru dans un magazine anglais une anecdote qui est à peine croyable, et pourtant il faut la croire. Les parents d'Éric Romer ne savaient pas que leur fils était cinéaste 20 ans avant sa mort. C'est-à-dire que comme il avait pris un pseudonyme, et qui venait d'une famille très pauvre, qui s'appelait Maurice Scherer, si ma mémoire est bonne, il a pris un pseudonyme, et il a échappé à la surveillance de ses parents. Et chez Romer et chez Mouret, je pense que le mot, le texte, ciselé, etc., est un camouflage. C'est ce que vous dites à demi-mot, c'est un camouflage pour nous attirer l'attention ailleurs. Vous avez vu, moi j'aime beaucoup dans Vénus et Fleurs la manière dont la cuisine est filmée. Tout est très spartiate. On a l'impression d'un décor de théâtre qui n'est pas tout à fait fini et qui nous plonge là-dedans. Et ça, inconsciemment, ça se loge en nous. C'est comme si c'était une pause par rapport à tous les mots qui sont prononcés. On veut des hommes, on veut des mecs, etc., etc. C'est voilà, on avance sur deux plans. Oui, j'aime beaucoup le plan où François Cluzet disparaît derrière la porte. Enfin, dans l'encadrure, pas de la porte, mais dans l'encadrure de la bibliothèque. Et j'avais même failli vous montrer juste cette image-là, parce que chez tous les bons cadreurs, il y a toujours un moment de décadrage. Et vous n'imaginez pas le nombre de plans dans les films de Mouret où on ne voit pas ce qu'on devrait voir dans une comédie dramatique française habituelle. Un mot aussi sur intersection. C'est très intéressant que le personnage dans la scène de théâtre ne parle pas de rencontre, mais parle d'intersection. Vous voyez toujours ce terme presque géométrique. C'est Emmanuel Mouret ou le cinéma mis en axiome. Et les sentiments sont jamais aussi forts que quand ils sont en coupe réglée. J'aime bien ce plan, on ne le voit pas passer, et il symbolise, j'allais dire, l'océan qui est entre les deux personnages, en l'occurrence la mer. Regardez à la fois ces deux piquets posés, et la distance à la mer, comme ça, qui est impassible, et les deux personnages qui sont prêts à se retrouver. Mais il y a ce plan-là qui montre que le chemin ne sera pas très très long, mais qu'il y aura un chemin qui est probablement le chemin qu'elle fait elle pour admettre son corps. J'aime beaucoup cette grille aussi, donc avec Dieu sur la droite, vous l'avez reconnu. Cette grille qui ressemble, le mélange. Je ne connais pas le décorateur de ces films-là, mais ils ont souvent une importance énorme au cinéma. Dans Le Discours d'un roi, par exemple, le papier peint avait été choisi en symbiose avec les problèmes psychiatriques du roi. C'était une vraie réflexion. Là, je serais curieux de savoir si le décorateur a voulu trouver un plan où avec une ligne droite et une ligne courbe pour montrer le personnage hyper rigide de Fleur et qui s'agrippe à cette grille, et en même temps la courbe qui est la courbe de la sensualité, c'est un peu peut-être beaucoup ce que je dis, mais voilà, quand il y a peu de plans dans un film, quand c'est cadré, on est obligé de faire attention. Je vous parlais tout à l'heure du côté de l'adoration. C'est pas un vain mot dans les films d'Emmanuel Mouret. On n'admire pas forcément les gens qu'on croit. Quand il y a un président de la République, on en fait moins plaisir. On n'a pas un rapport, on a presque envie de blaguer avec lui. Par contre, là, vous avez donc une pianiste mondialement connue dans le film qui s'évanouit.
au début du film et qui essaye de se reconstruire et qui va tomber amoureuse de ce personnage-là. Être sur un piédestal, littéralement, c'est vraiment dans tous les films. Dans Vénus et Fleur, c'est peut-être en amorce. C'est-à-dire qu'on sent que vraiment Fleur, elle lui dit « j'aimerais être toi ». Et à la fin, c'est Vénus qui lui dit « j'aimerais être toi ». C'est le grand écart qu'il faut combler. Et cette image, je la trouve très parlante parce qu'en fait, c'est elle qui est plus basse que lui. Et là, il y a probablement aussi une volonté de saisir en une image la différence de classe sociale, pour le coup. C'est un film qu'il fait quand il a 45 ans à peu près, Emmanuel Mouret. Le film est plus dur, j'imagine qu'il a eu des deuils dans sa famille, etc. Donc le ton est plus lourd, mais avec des cadres qui sont souvent, comme celui-là, assez radical. Pascal Arbillot et Julie Depardieu dans L'Art d'aimer, c'est la séquence dont je vous parlais tout à l'heure, quand elle lui disait « je vais te prêter mon mec, on va s'entraider, on est dans un pays social ». Regardez comme l'image est bien faite, deux femmes complètement différentes, mais qui sont mises en symbiose par le blouson, par ça doit être le bois de la porte. Le cinéma d'Emmanuel Mouret, je pense que Vénus et Fleur vous en a peut-être montré une facette, c'est pas du tout un cinéma de la conquête. Les personnages, non. Évidemment, le contre-exemple, c'est Vénus, mais on a l'impression, comme je disais tout à l'heure, qu'un train va repasser. Et c'est le même qui revient. C'est le même qui revient souvent dans les films. Dans ces films-là, les couples s'amusent à se donner des tentations, en disant « allez, trompe-moi ». Et c'est évidemment celui qui pensait être trompé qui va devenir le trompeur. Et donc là, vous avez en un plan, une image, une sorte de quintessence de ce cinéma-là, qui n'est pas un cinéma de l'autre. Hein. C'est pas Rimbaud qui dit « je est un autre », c'est l'autre qui est un je. On cherche à travers le regard de l'autre qui on est. Et c'est pour ça qu'il y a toujours dans les films d'Emmanuel Mouret de la bienveillance. Il y a très peu de sarcasme. C'est assez frappant quand on voit ces films. Je suis comme tout le monde, il y en a que j'aime plus que d'autres dans ces films-là. Mais à aucun moment, il y a cette tendance, j'allais dire le syndrome Yann Barthès, du cynisme, à un moment je tire un personnage vers le bas juste pour tirer un peu, pour voir ce que ça donne. Non. Alors c'est peut-être aussi les limites de ce cinéma pour un certain public. Mais il y a toujours un respect, même quand on dit des gros mots. Vous verrez tout à l'heure, je vais vous montrer un plan, ou un plan un peu salace, mais la salacitude, c'est comme ça qu'on dit non, on n'est pas comme ça. Le côté salace est toujours montré de manière un peu en dedans. Ça, c'est une constante dans son cinéma, et il y en avait même un dans Vénus et Fleurs, à un moment sur la terrasse. Ces ombres chinoises, là, c'est le moment où le réalisateur passe ses personnages au scanner. Presque au sens littéral du terme. C'est une figure de style qui est évidemment très jolie, mais bon, ça c'est un couple qui n'existe pas dans le film, hein. C'est une histoire d'amour qui est improbable, qui va pas aller très très loin. Et là-haut, c'est pareil, il est professeur de corps. Oui, au début il y a une espèce de quiproquo sur corps. Ouais, voilà. Je vais vous apprendre le corps. Voilà, je vais vous apprendre le corps alors qu'il est juste professeur de corps. Et l'avantage des gens lettrés, c'est qu'ils font des bons jeux de mots. Et voilà, vous pouvez dans tous les films d'Emmanuel Mouret trouver un moment où la caméra, où les éclairages deviennent tamisés, mais pas pour faire quelque chose de faussement poétique. Non, c'est juste pour nous dire que est-ce que tout ça n'est pas un théâtre. Tout à l'heure, l'extrait qu'on a vu dans Caprice avec Anaïs de Moustier sur scène, on se prend tout d'un coup ces images, ces stroboscopes, etc., en nous disant mais qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est vrai là-dedans ? Qui dit exactement ce qu'il pense ? Il y a, dans un de ses films, à un moment, il dit « Je ne sais pas qui j'aime à travers toi ». Et c'est exactement ça. Et ces petits rappels visuels, très comme ça, c'est sans un mot. Ça se loge dans notre tête en nous disant « Ah, stop !» Là, les personnages, on n'avance pas vers eux, on garde une certaine distance. Un autre film qui n'a rien à voir, à un moment, les personnages, parler, elle est italienne, il est français, ça va bien un moment, mais le réalisateur marque son territoire en nous montrant l'horizon derrière et l'humanité au premier plan. J'aime beaucoup ce passage. En fait, ils sont en train, avec sa compagne, de plier un drap. Elle est là, juste là. Et c'est un peu comme le plan de François Cluzet tout à l'heure où il disparaît
derrière l'encadrure de la porte. Regardez comment le plan il est fait. Sa femme elle est là, mais on a l'impression d'un fantôme. On a l'impression, Almodovar avait fait ça dans Étreinte brisée, un plan avec Penélope Cruz où elle est sous les draps et on ne sait pas qui est sous le drap. Et là, regardez comme c'est super bien foutu, j'allais dire. Vous avez ce drap-là qui mécaniquement se met en triangle. C'est comme si le réalisateur nous disait « Mais tu es sûr de ta femme ? Tu es sûr d'elle ?» Alors que justement, ils sont en train de préparer, en train de vivre un jeu où elle lui dit « Je vais te tromper, oui, tu as raison, fais-le. » Et puis, et vice-versa, et il n'y arrive pas. Et en un plan, voilà, il paraît que tous les cinéastes sont des photographes contrariés, en un plan, vous avez l'image de la femme évanescente. Même film, c'est une corrida, c'est-à-dire qu'il rentre, il n'est pas passé à l'acte, elle devait passer à l'acte aussi, elle n'est pas passée à l'acte. Au début de la séquence, elle était à droite et lui, il était à gauche. Et à la fin, lui, il est parti, elle est revenue se mettre à sa place. Il y a 1 minute 30 d'écart entre ces deux plans. Et regardez comment le cadre est quasiment immuable. Et c'est cette idée-là qui peut-être qui touche un peu à l'androgynie aussi. C'est-à-dire que quand on voit Vénus et Fleur pour la première fois, on peut se demander si Fleur n'est pas homo. S'il n'y a pas une sorte de je m'en fous, tu me montres des mecs, j'en ai rien à foutre, ce que je veux c'est toi, je te laisse, je te fais rentrer chez moi, etc. Il n'y a pas de scène de sexe dans le cinéma d'Emmanuel Mouret. Il y a des séquences de préparation, mais il n'y a jamais de séquence vraiment de fusion. On a l'impression plutôt que la fusée est prête. La fusée est prête, mais il y a quelque chose de très rigoriste. C'est pour ça que la filiation avec Rohmer, moi je vous la propose parce que Éric Rohmer était quelqu'un de hyper maniaque, hyper rigoureux, obsédé par la religion et qui a passé quasiment toute sa vie à montrer des jeunes filles nubiles. Donc c'est le grand écart. Une autre vie. Il y a là-dedans, il y a la femme, il y a la compagne légitime et la compagne illégitime. Là, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans le trio amoureux, on est dans le triangle. C'est toujours cette notion que je vous propose de géométrie dans ces films. Et voilà, c'est le chant, le contre-chant. Et c'est tellement parfait, enfin au sens, pas d'une œuvre d'art, mais c'est tellement symétrique que ça en fait presque accepter les turpitudes des personnages. Je vous parlais tout à l'heure de bienveillance. Il y a ça aussi, c'est que le cinéma d'Emmanuel Mouret est un écrin, visuellement. C'est une image de plus sur cette idée que s'il y a un personnage qui s'appelle Vénus, il y en a un autre qui s'appelle Fleur, si on fait rentrer Dieu, si on fait rentrer un personnage qui s'appelle le bonheur, c'est forcément qu'on cherche à nous raconter une fable, et que cette fable, c'est une fable peut-être de la difficulté non pas de s'aimer, mais de la difficulté qu'il y aura toujours un mur de séparation. Tous les films français de ce genre-là ne sont pas basés vraiment sur ce type d'intrigue, que j'en rajoute une couche, mais du cercle. Chez Mouret, ça passe, ça. C'est-à-dire que c'est parce qu'on sent qu'il y a un mur entre deux personnages qu'on va essayer de monter sur le mur, voir ce qui se passe, redescendre, contourner, etc. Et que toutes les acrobaties que font les personnages, le spectateur est obligé de les faire aussi. Moi, c'est comme ça que je vois cette image, parce que la réputation d'Emmanuel Mouret, c'est plutôt des comédies, du slapstick. Il a fait un film qui est quasiment où il y a beaucoup une dynamique qui vient de chez Blake Edwards dans la partie, mais il y a toujours un petit rappel à l'ordre de la réalité. J'imagine c'est peut-être pour ça que d'ailleurs vous avez choisi de finir la saison sur un film de Mouret. C'est un mélange si un jour il faisait un film sur les 4 saisons, ça m'étonnerait pas, parce que c'est quelqu'un qui cherche à montrer les évolutions des personnages, mais comme un rat qui tourne dans sa petite cage, jusqu'où ça va, mais en fait ça va nulle part. Souvent ces films se terminent comme ils ont commencé. Voilà, il y a plein de petites allusions. Dans Vénus et Fleurs, il y a la séquence où elles sont derrière la porte,
par la serrure, c'est le voyeurisme inversé, c'est-à-dire deux nénettes à genoux qui regardent par le trou de la serrure. Moi j'aime beaucoup dans son cinéma le côté très polissé. On voit l'avant, on voit pas l'après, on voit pas le pendant. Il n'était pas évident ce plan, hein. On est au bord d'une piscine et c'est une femme qui est complètement la tête à l'envers dans sa vie. Elle a son frère ou son manager qui lui dit « mais tu vas quand même pas arrêter ta carrière, je suis obligé de refuser des contrats parce que tu es en dépression, tu es tombée amoureuse d'un type que tu n'aurais pas dû... » Voilà. Et ça c'est peut-être à l'image du cinéma d'Emmanuel Mouret aussi commercialement. Je ne sais pas si vous êtes frappé depuis quelques années par le nombre de comédies qui sont écrites à deux. C'est très frappant. Les frères Podalides, mais aussi Intouchables. Emmanuel Mouret, c'est un écrivain solitaire. Lapsus intéressant, cinéaste solitaire. Mais il est peut-être à la croisée des chemins lui-même. S'il a montré cette image de personnages qui sont la tête en bas, c'est parce qu'il sait, Emmanuel Mouret, qu'il marche sur des œufs aussi dans son cinéma, qui est un cinéma du doux amer, tragicomique. Et ces films ne marchent pas autant qu'on le croit, même s'ils ont toujours un bon accueil. Et voilà, ça c'est peut-être un reflet d'un cinéaste en train de chercher le coup d'après, au sens artistique du terme. Merci beaucoup à tous. Merci. Voilà, on se retrouve la saison prochaine, donc le premier jeudi d'octobre, pour un nouveau film. On ne sait pas pour l'instant, mais voilà. Et voilà, merci à tout le monde, merci à Pierre d'être venu parler brillamment, et merci aux 3 Luxembourg. Et on peut aller boire des verres à côté pour continuer de parler du film ou d'autres choses si vous voulez. Bonne soirée. Bonne soirée.